merci d'être encore présent pour certains pour cette troisième table ronde, donc organisée par la communauté de fortes solutions du Grand Est, sur le thème de l'usine connectée, avoir un certain nombre de retours d'expérience. Alors, pour cette table ronde, on a avec nous Manuel Fendler du CEA Tech, qui fera, comme dans toutes les tables rondes, une petite introduction pour justement donner sa vision et des enjeux et des perspectives, en tout cas, pour qu'on ait une bonne vision partagée de ce dont on va parler aujourd'hui, enfin dans cette table ronde en tout cas. On a avec nous Constant Odo, notamment qui porte une offre PIC Solutions, sur laquelle on reviendra après. Bertrand Léger, qui on va très bientôt avoir avec nous, je le vois arriver, qui est sur aussi offre de solutions Horizon IoT, sur lequel on reviendra sur les enjeux on en a parlé un petit peu avant, des jumeaux numériques et des IoT. Et puis Romain Baud, Aprex Solutions, dont le parcours aussi intéressant justement pour voir comment ces apprentissages dans une filière bien précise, il a eu l'idée de proposer une belle solution, toutes ces transformations industrielles finalement, en quelques mots. Et donc, sans attendre, ce que je propose, c'est peut-être justement une petite présentation. Manuel, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je remplace au pied levé Captronic, qui est la structure cousine du CEA. Donc, vous échappez aux 34 slides de Jean-Christophe Marpeau. On essaie de tout résumer en une planche. Alors ma vision, qui est un peu celle du CEA, globalement, qu'on partage avec tous nos collègues, c'est que l'usine 4.0, elle se construit autour d'un squelette qu'on a tendance à regrouper sous l'acronyme IoT pour l'Internet des objets industriels, que moi j'ai tendance souvent à renommer Internet of Tools quand je le ramène dans les usines, parce que l'objectif c'est bien d'aller connecter l'outil de production pour avoir une connaissance de ce qui se passe sur l'outil de production en temps réel, et ce qui justement permet d'avoir de l'agilité, de la flexibilité et de contextualiser de la donnée, parce qu'au fond, l'enjeu c'est bien l'aide à la décision. L'aide à la décision qui va se voir à la fin. Mais pour pouvoir faire de l'aide à la décision, il faut déjà capter l'intelligence collective. Et je crois qu'on aura une présentation, en tout cas une intervention de PIC tout à l'heure, qu'on utilise également beaucoup, qui permet d'aller collecter déjà l'intelligence tacite des opérateurs de production. Et après, concrètement, l'IoT industriel, ça se traduit par de l'instrumentation, par potentiellement également des outils d'analyse d'images qu'on verra tout à l'heure, qui vont capter cette information sur l'outil de production. Donc selon la définition d'IBM, il y a bien ces 4 piliers de collecte, de communication, où là, Jean-Christophe, vous aurez parlé certainement beaucoup de cybersécurité, de transmission sans fil, etc. Il y a l'aspect exécution, modélisation de l'usine. On parle beaucoup également de jumeaux numériques, qui nous permet justement de valoriser cette information-là par rapport à l'intelligence collective. Et après, derrière, on va pousser cette information digérée souvent par de l'intelligence artificielle, communément du machine learning, en fonction de l'intérêt de chaque métier dans l'usine pour lui donner de la valeur. Voilà. Donc voilà à la fois l'enjeu global, entre guillemets. On se retrouve du coup avec des machines intelligentes qui communiquent entre elles, qui communiquent avec les différents métiers de l'entreprise pour lui donner de l'agilité. Et donc la brique technologique, comme je disais tout à l'heure, donc là, il y a IoT. Tu avais quelques exemples justement que tu voulais un petit peu décrire oui. Par exemple sur l'usinage. Tout à fait. Alors du coup, il va falloir appuyer sur une touche de l'ordinateur. Ça peut aider, oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au CEA, on a vu passer, alors nous, ça fait depuis 2018 que la plateforme est opérationnelle, donc on a vu passer une trentaine de projets, et on les regroupe selon 3 familles d'applications. Il y a une application, c'est l'augmentation de la performance. Donc là, j'ai mis un exemple de nos collègues du CIRTES qui instrumentent des plaquettes d'usinage qui permettent justement d'optimiser l'enlèvement matière. Et donc, vous avez une boucle de rétroaction à l'intérieur de l'équipement qui permet de monitorer le process pour augmenter la performance du centre d'usinage par l'instrumentation de cette plaquette avec des capteurs de température et de vibration. La deuxième petite vignette qui a été réalisée encore une fois au CEA en collaboration avec le CIRTES et qui a été
capté par Danone. C'est un moule de thermoformage instrumenté. Donc là, on va parler d'électronique structurelle, c'est-à-dire que là, on fait levier sur une technologie de l'usine du futur qui est la fabrication additive pour optimiser topologiquement le moule pour gagner en intelligence mécanique avec du busage conforme, donc qui va prendre la forme du moule. Et on va se servir de cette optimisation topologique du moule pour accueillir des capteurs réalisés en plastronique qui vont nous permettre de complètement monitorer le process pour ne jamais avoir de rebut et avoir un moule tout de suite bon, pour réduire à la fois le launching produit, pour augmenter également la performance, mais pour voir également la dérive du process et s'assurer qu'il est toujours conforme au nominal et faire de la maintenance préventive. Juste le CIRTES, c'est quoi? Alors le CIRTES, c'est un centre de recherche technologique à Saint-Dié-des-Vosges qui travaille sur la fabrication additive. Okay. Voilà. Une troisième application, dont là je n'ai pas nommé l'industriel concerné, donc ce sont des gens qui font des machines agricoles et donc régler des équipements agricoles dans un champ en fonction du niveau d'expertise de l'opérateur peut être relativement complexe et l'objectif c'est d'arriver à un réglage de l'équipement agricole tout de suite bon, notamment quand on fait par exemple 1 tonne de paille à la minute, ça va très très vite de perdre énormément de matière et donc pour pouvoir optimiser et augmenter en quelque sorte la compétence de l'opérateur, on joue sur une 60aine de capteurs et de l'intelligence artificielle pour pouvoir s'adapter à la matière traitée, à la configuration du champ. Et donc, du coup, ça permet comme ça d'avoir une production optimale. Et donc là, on parlera plus de valeur ajoutée parce que ce sont des gens qui vendent des équipements industriels et donc qui sont munis de cette intelligence-là, hein, parce qu'un tracteur dans un champ, c'est une usine mobile, quoi. Ok, ben merci pour cette vision, en tout cas partagée sur ces notions d'usine connectée et des différentes approches. Question peut-être juste pour Bertrand, parce que oui, tu n'es pas au courant, mais oui. Horizon, donc vous êtes sur les IoT, mais surtout par rapport à ce qu'on a présenté, le big data, tout ça, IoT, c'est énormément de données. Quand on préparait cette table ronde, tu parlais, faut gérer la mémoire de toutes ces données. Un des enjeux importants que nous, on a dans notre expérience sur l'acquisition de données, c'est que, comme le disait précédemment l'intervenant, c'est on acquiert de la donnée pour faire de l'aide à la décision et pour faire du machine learning, de l'apprentissage. Et cette donnée, il faut donc être capable de la stocker sur de longues périodes et de rester en capacité de l'interpréter. Et on s'est rendu compte qu'une des difficultés qui est à l'origine de notre entreprise, c'est que les systèmes évoluent fréquemment. On va être amené à changer de capteur, de changer de dispositif de télécommunication, de technologie. Et il faut quand même continuer à pouvoir garder l'ensemble de ces données exploitables dans la durée. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Et du coup, vous avez justement une solution par rapport à ça? Nous, on a travaillé sur un système qui, justement, utilise la virtualisation du système de production, un jumeau numérique qui va virtualiser les capteurs, qui va virtualiser l'usine. Et on a des algorithmes derrière qui sont capables, bien qu'on ait fait évoluer les capteurs, qu'on puisse avoir potentiellement changé de technologie de télécommunication, on est capable de garder un historique sur une très longue période à travers ces évolutions de l'outil de production. D'accord. Du coup, question constante. Alors, j'avoue que donc PIC Solutions, enfin PIC, vous êtes récemment intégré avec la communauté des offres de solutions. Donc, oui. J'ai fait ta connaissance ce matin. Tout à fait, oui. J'ai découvert votre approche et justement, vous, pour capitaliser sur toute cette information, donc vous avez développé une solution. Et Emmanuel en parlait un petit peu avant. Si tu peux en quelques mots dire un petit peu ce qu'il en est. Nous, on est parti de l'inverse. On s'est dit, qu'est-ce qui rend une usine connectée? Qu'est-ce qui rend une usine intelligente? C'est l'être humain. Et si on était capable de modéliser cette connaissance tacite et l'augmenter avec la connaissance ou les datas qui viennent des capteurs et de l'environnement, on rendra l'être humain encore plus intelligent. Donc c'est ça qu'on a fait. On a développé une application qui permet de capitaliser sur le savoir-faire des êtres humains en parlant, en écrivant et en extraire le savoir-faire nécessaire, ce qu'on va ensuite augmenter par des données qui viennent des capteurs pour qu'à tout moment, l'être humain soit capable de prendre la meilleure décision, peu importe les circonstances ou le contexte où il se trouve. Et en quelques mots, juste parce que tu m'as fait un peu la démonstration avant, mais si tu peux juste expliquer comment votre solution, en fait tu me prenais un exemple qui était assez parlant. J'ai
plusieurs exemples. Imaginez qu'on a quelqu'un qui est face à une machine, il voit une fuite d'huile. À l'instant où il voit une fuite d'huile, ce dont il a besoin, ce n'est pas de savoir qu'il y a la documentation qui existe. Il doit être capable de dire, tiens, ça c'est un problème urgent et voici la meilleure pratique que je peux mettre en place pour résoudre ce problème. Il veut être capable de prendre une photo, de parler. Il aimerait que l'intelligence artificielle lui dise tout seul, tiens, j'ai consulté 5000 documents. Sur ces 5000 documents dans toute l'entreprise, peu importe la langue, j'en ai extrait les 3 solutions les plus appropriées pour ce problème que la personne est en train de voir. Et par ailleurs, sur ce problème-là, sur le capteur en question, la pression d'huile est à 30%. Si on ne fait pas cette solution, dans 2 jours, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est un cas réel qu'on a chez un de nos clients où je le reprends souvent pour illustrer le fait qu'on a besoin d'apporter du savoir-faire à l'utilisateur final et que l'intelligence artificielle, l'IoT, doit être mise au service de cela. Quand on échangeait ce matin, justement, tu me prenais l'exemple justement de la région autour de la question du Covid. Ouais. La région, enfin, la première fois qu'on a connu la région, c'était lors de la crise du Covid. Il fallait charger plus de 20 000 documents et le préfet devait prendre des décisions importantes en très très peu de temps. En gros, comment analyser des millions de pages et en quelque peu de temps dire voici les 20% des problèmes qui correspondent à 80% des soucis de la région. Voici les 5% de solutions, si elles sont mises en place maintenant, qui auront 80% d'impact. Le PIC a permis de sortir des solutions qui ont été implémentées actuellement dans la région, qui sont encore en cours d'implémentation d'ailleurs. D'accord. Donc, sur là, alors, question presque naturelle vers Romain. Donc tu es spécialiste autour du contrôle qualité, de l'image, etc. Donc toutes ces questions évidemment d'analyse et d'aide à la décision rapide, voire d'automatisation de la décision. Comment t'en es arrivé finalement à... Je le disais un petit peu avant, tu viens d'un domaine bien particulier. Oui, effectivement, j'ai commencé en tant qu'ingénieur et chercheur dans le domaine de la fusion nucléaire, donc travailler sur des thématiques assez pointues en laboratoire de recherche autour des projets tels que ITER par exemple au CEA. Et effectivement, le savoir-faire accumulé en termes de mise en œuvre de solutions d'analyse d'image dans des contextes extrêmement délicats pour aller chercher des éléments de très petite dimension, le volume de données à traiter, parce qu'on travaillait avec des caméras ultra haute vitesse, donc possiblement 1 million d'images pour une seconde de film, donc il faut traiter tout ça très très vite. Donc a fait qu'effectivement, avec Michael, un cofondateur d'Aprex, on a développé un savoir-faire en termes d'utilisation de l'image pour aller chercher de l'information, mais aussi en termes de création d'algorithmes et de mise en œuvre d'algorithmes pour aller extraire ces données-là de façon automatique. Et c'est comme ça, en 2017, qu'on a créé Aprex Solutions et toute la suite logicielle, AX, etc. et tout ce qu'on propose aujourd'hui aux industriels et fabricants de machines. Oui. Donc effectivement, du traitement de données, donc toutes les problématiques de stockage, de réseau, etc., de remontée d'informations, de collecte, de partage, etc., ce sont des problématiques aujourd'hui auxquelles on fait face sur le terrain industriel. Clairement, notre but, c'est de faire en sorte que nos solutions deviennent un IoT comme les autres, en quelque sorte. Généralement, un capteur IoT, sans que ce soit réducteur, mais c'est un capteur de courant, un capteur de pression qui va renvoyer généralement, mais ce n'est pas toujours le cas, une information 1D, donc l'évolution d'un paramètre. Sur la partie analyse d'image, on a besoin d'un intermédiaire qui est une solution d'analyse d'image qui va faire une couche analytique de diagnostic pour remonter ensuite des informations qui peuvent être aussi simples qu'un OK, pas OK, ou alors toute une série de il s'est passé ci, il s'est passé là, on a tel niveau de défaut sur tel critère, on a tel niveau, etc., etc. Donc un peu plus complexe, mais le but effectivement sur cette usine connectée, et on y travaille beaucoup au travers de différents protocoles de communication, c'est de pouvoir remonter de la donnée vers des outils plus globaux, des MES ou ce genre de choses, et plus limités à je prends ma décision d'éjecter ou pas le produit juste en local. Donc oui, ça s'intègre effectivement dans un large spectre. Justement, tu le disais, la technologie, c'est pas magique. Non. Effectivement, c'est pas magique. Il faut effectivement bien faire attention à tout ça et éviter les sirènes de la communication
L'IA va répondre à tous vos problèmes, même ceux que vous n'avez pas pensé, que vous ne savez pas, elle va tous les résoudre. C'est loin d'être aussi simple que ça. Et effectivement, toujours bien savoir ce qu'on veut faire, quelles informations on veut tirer, pourquoi est-ce qu'on veut tirer. Des fois, c'est plus clair pour nous quand nos partenaires nous disent c'est pour ça que je veux avoir cette information-là, et on leur dit c'est peut-être pas celle-là qu'il faut, mais plutôt qu'il faut travailler dans ce sens-là. Donc effectivement, bien savoir ce qu'on veut faire, bien savoir ce qu'on veut mettre en place. Et ensuite, il y a aussi le sujet infrastructure. Est-ce que j'ai l'infrastructure matérielle qui me permet de mettre toutes mes machines en communication? Parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, avoir un réseau Internet auprès d'une machine, c'est pas si évident que ça chez tous les industriels. Et après, il y a toute l'infrastructure aussi logicielle, forcément. À qui j'envoie telle information, quel outil va centraliser l'information de multiples machines pour prendre une décision ou pour simplement afficher, etc. Donc, il y a toute une réflexion globale, quoi. Toute cette bande passante sur l'infrastructure, justement, vous travaillez avec des partenaires effectivement, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. On nous a déjà dit, voilà, j'ai mon réseau automate, vous balancez vos images dedans, et puis on les traitera de l'autre côté. Au début, on a dit attention, parce qu'on a quand même besoin d'un volume de données assez important quand on travaille en flux, notamment quand on veut aller vite. Et effectivement, il s'est avéré que ça passait pas dans les câbles qui étaient là. Mais c'est toutes les technologies qui arrivent. La 5G va permettre pas mal de choses. Tout l'équipement en câble Ethernet, gigabit, etc., tous les réseaux de nouvelle génération qui se mettent en place vont pouvoir commencer à pouvoir communiquer de l'image à plus grande distance. Mais ouais, il y a toujours une question à se poser sur l'infrastructure, ça c'est sûr. Du coup, Bertrand, question sur l'IoT, on voit que c'est tout un écosystème. La question que je me posais, c'était par rapport à ce que tu disais sur la vidéo, c'est est-ce que vous arrivez à traiter de manière complètement locale les informations? Parce que tu disais, j'ai des industriels qui m'ont proposé de faire passer mes images dans le réseau automate. Moi, mon expérience, c'est plutôt, on ne veut pas vous voir dans notre réseau du tout, et vous pouvez utiliser la 4G pour aller faire le tour du monde et revenir dans le bureau de l'autre côté. Ça se passe de manière beaucoup plus acceptable chez les gens qu'on a rencontrés, ce qui est une bonne pratique dans bien des cas. Mais je comprends que quand on veut faire passer des téraoctets d'images, c'est un peu problématique. Donc voilà, ça c'est les questions. Alors, effectivement. après, je pense que juste rapidement, pour répondre à ça, effectivement, c'est un cas où l'industrie nous a demandé de délocaliser l'ensemble des systèmes de contrôle, en tout cas qui a voulu essayer de délocaliser, pour avoir un outil logiciel qui fasse l'analyse en déporté, dans un gros serveur, calculateur, etc., qui était là. Mais effectivement, nous, on a toujours tendance à pousser le local, et le local qui est purement connecté à un automate de ligne, avec le moins possible de connexion à Internet, etc. On évite au maximum tout ce qui est cloud, ou alors cloud, mais à l'intérieur de l'usine. En tout cas, éviter de sortir du périmètre, évidemment. Dans certains cas, on a des demandes qui nous contraignent d'y aller un peu au-delà, mais effectivement, bien être prudent sur la réponse à adopter, ça c'est sûr. Il y a quelques années, juste, moi, je m'étais intéressé au Li-Fi, le Wi-Fi, justement, en local, un petit peu, par la lumière, par les éclairages. C'est encore d'actualité, cette partie-là? Nous, on ne l'a pas croisé. En revanche, des réseaux hyper locaux et complètement sans fil qui ne nécessitent pas de câblage. Bon, après, il n'y a pas des bandes passantes non plus monstrueuses. Ça, la 5G devrait apporter en effet quelque chose. Nous, on en pratique et avec des niveaux de redondance et de la sécurité qui sont bien accessibles. Constant, parce que bon, là, ça parle de toute cette partie, oui, justement, cette bande passante par rapport à PIC Solutions. Écoutez, c'est très très technique. Nous, nos clients, ils nous demandent comment est-ce qu'Industrie 4.0 va m'aider à améliorer mon TRS. Comment est-ce que ça va permettre aux employés de partir pour rentrer plus tôt et de moins stresser. Comment ça va m'aider à vendre plus de produits. Voilà le genre de questions qu'on adresse. Donc, et pour cela, on revient toujours à la même réponse.
tout est dans le capital humain, il faut l'augmenter, il faut l'encadrer, il faut le fluidifier. Et après, les outils, il y en a. On a des fois, il y a les IoT, par exemple, avec Manuel, le CEA, qui utilise PIC pour, lorsque fasse, tiens, où est-ce qu'on va mettre les capteurs? On va dans une usine, où est-ce que je mets les capteurs? Comment répondre à cette question? Comment éviter de faire du essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur? Ben, cette question-là, ça dépend du savoir-faire humain. Si on est capable de modéliser ce savoir-faire, normalement, et c'est ce qui se passe avec le CEA qui utilise systématiquement, ça leur permet de, excusez-moi, je ne parlais pas assez fort, le fait de pouvoir le modéliser, ça leur permet de dire, ben, tiens, on commence un nouveau projet, on comprend qu'il faut mettre des capteurs là, là, là et là, parce que ça aura telle valeur ajoutée, ça aura tel impact. Voilà le niveau sur lequel nous on se positionne. Après, s'il faut rajouter de l'image, ben, on se connecte, on a des partenaires qui font l'image, mais le but est toujours comment est-ce que le TRS est impacté, comment est-ce que l'être humain est amélioré, comment est-ce que je vais permettre à ce que cette personne rentre plus tôt le soir et ne pas passer 40 minutes à faire des rapports en fin de journée. Voilà là où on se positionne. Manuel, une réaction par rapport à ces questions autour justement de cet écosystème, ce big data, cette bande passante Alors c'est vrai que ça fait énormément de données au bout du bout, et moi qui travaille plus sur l'aspect hardware, l'aspect capteur, effectivement, ce qui est stratégique au départ, c'est savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Combien de projets on se retrouve au bout de 18-19 mois à se dire c'était pas la bonne stratégie. Donc ce qui est très important, c'est avant de démarrer chaque projet, avant de sélectionner la technologie, c'est de faire cette capitalisation, cette extraction de la connaissance, à la fois pour le captoriste, pour qu'il comprenne ce qu'on lui demande, et puis derrière cette extraction de la connaissance, il y a quand même une espèce d'automatisation qui arrive, et quelque part on capitalise sur l'intelligence de la société. Par rapport aux précédentes révolutions industrielles qui étaient moins dans le numérique, on avait un modèle d'organisation d'usine qui se répliquait, qui était plutôt transversal. Là on se rend compte, et notamment sur les protocoles de communication, qu'on construit des solutions à l'échelle R&D, et dès qu'on va dans l'usine, on a en face de nous un responsable IT, qui est souvent un informaticien, qui a vécu des choses, qui a vécu parfois des choses un peu traumatisantes avec certains protocoles de communication, et on est dans un principe de précaution qui fait qu'il faut tout revoir. Donc des solutions, elles sont toutes customisables par rapport aux règles, par rapport à l'histoire de l'entreprise, et par rapport à cette capitalisation qui fait qu'on va être meilleur qu'un asiatique, on va plutôt capitaliser sur la valeur ajoutée, plus que sur la réduction de coûts, qui est plutôt nécrophage, quoi. Comment, parce que comme moi je vois dans les entreprises, il y a les hébergeurs qui vont dire non, mais aujourd'hui le coût de l'hébergement c'est pas grand chose, donc allez-y, faites plein de capter de la donnée, capter de la donnée, capter de la donnée, versus numérique responsable ou autre. Comment ces questions elles se posent comment aujourd'hui? Ou d'un point de vue technologique, est-ce que des algorithmes peuvent éviter de garder tout cet archivage? Enfin, Bertrand en parlait un petit peu avant justement. Comment? Alors, côté CEA, effectivement, on se pose cette question. Alors, il y a les stratégies asiatiques et américaines qui est de dire on pousse tout vers le cloud et on traite dans le cloud. La stratégie européenne, qui est poussée d'ailleurs par la communauté dans le cloud d'Horizon Europe, déjà il y a ça, c'est plutôt d'embarquer l'IA proche capteur au bout du bout. Donc ça, c'est une technologie que nous, on affectionne au CEA parce qu'on est sur des missions régaliennes et on aime bien laisser la valeur ajoutée proche capteur. Pensez au médecin qui est inondé de données de tous ses patients. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'alerte, c'est pas ce qui se passe au quotidien. Donc effectivement, de la masse de données, il y en a. Par contre, de la ressource pour la traiter, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, plus on aura d'intelligence humaine pour piloter la gestion de cette donnée, mieux ce sera. Mais après, il y a peut-être d'autres... Moi, ce que j'aime bien dans l'approche de PIC, c'est le côté de se dire, ce qui est important, c'est le sens. Et ce qui est important, c'est le sens de la donnée qu'on récupère. Et quand tu disais tout à l'heure, il faut faire très attention parce que quand on avance, ça coûte très cher de se tromper. Nous, on pense qu'il y a des manières de faire qui évitent de se bloquer complètement, justement en essayant de remonter au bon niveau de virtualisation pour que l'information qui va vers les IA, qui est vraiment capitalisée, c'est une information qui a déjà atteint le niveau où elle a du sens. On ne fait pas que gérer de la donnée. Et la partie data, on peut la changer et la remplacer parce que une température, c'est une température. Le thermomètre qu'on utilise pour la capter, il a des spécificités.
mais il y a quand même aussi des points communs entre les différentes technologies. Et on pense qu'avec ça, on peut arriver justement à avoir une plus grande agilité et une plus grande flexibilité et le droit à l'erreur et le droit à expérimenter des choses sans non plus oublier complètement tout ce qui a été fait pendant un certain temps. Parce qu'on peut expérimenter et se tromper, mais on peut aussi commencer quelque chose et puis il y a des technos complètement nouvelles et bien meilleures qui font qu'on se dit bon, on va évoluer. Et souvent, ce qui se passe quand on fait cette évolution, c'est qu'on perd tout ce qui a été fait avant, y compris le capital d'apprentissage et de connaissances qui était dans les données. Et donc, un des efforts sur lesquels nous, on travaille, c'est d'essayer de garder une partie de cette information qui a déjà été collectée pour qu'elle puisse être exploitée et pour qu'elle puisse continuer à être capitalisée. Oui, alors ça c'est un point très important. C'est charger 20 000 documents, 1 million de documents et les analyser. On peut penser que ça prend beaucoup de ressources. Justement, c'est ça la différence, c'est qu'en fait, lorsque PIC analyse un document, il va extraire le savoir-faire. Ça veut dire qu'il va analyser chaque phrase. Il va dire, bah, tiens, cette phrase dans ce document, ça décrit un problème. La même phrase dans un document décrit une solution. On va extraire quels sont les problèmes et les solutions et la manière dont c'est interrelié. On va faire ça sous forme d'un graphe. Du coup, à la fin, lorsque l'être humain interagit avec PIC, en réalité, il n'interagit pas directement avec le document. Il interagit avec un graphe de réseau de problèmes et de solutions. Et l'être humain va exprimer quelque chose par la voix ou par écrit, et automatiquement, PIC va proposer la solution ou le risque inhérent. S'il veut consulter le document, après il peut consulter le document. Ça peut aussi être une vidéo. Confronté à une problématique, PIC va suggérer une vidéo automatiquement, parce que dans cette vidéo, il y a une expression d'un problème ou d'une solution que PIC a reconnue qui va intéresser l'être humain. Donc ce qu'on stocke, qu'on partage, qu'on met sur le réseau, ce n'est pas tellement la source, mais c'est ce que nous appelle un knowledge map, une carte des connaissances qui s'enrichit en temps réel au fur et à mesure qu'il y a des éléments qui viennent des capteurs, des vidéos, des documents, pour être à disposition des utilisateurs. Par rapport, donc enfin, on est 5 offreurs de solutions, mais vous êtes 4 ici. Vous êtes sur des domaines proches, mais pas tout à fait la même chose, évidemment. Pour vous, l'intérêt d'être ensemble dans la communauté des offreurs, ça peut apporter quoi? Alors pour nous, c'est la première année qu'on est dans la région, donc on découvre. Et donc, moi, je suis très, très ravi de rencontrer des sociétés comme celles qui sont autour de moi, parce que c'est autant d'opportunités de partenariat, parce que dans ce qu'on fait, au niveau mondial, on est les seuls à le faire. C'est-à-dire la recherche qu'on a fait avec le CEA, avec le CNRS. Il y a des gens aux États-Unis qui essaient d'émerger, donc on est plus dans une approche partenariale pour aider nos collègues à se développer plus, un échange intelligent. Donc voilà, offrir de solutions, c'est une opportunité de développer des partenariats pour rendre la région plus forte dans nos domaines, quoi. Bertrand, non, Bertrand d'abord. Eh oui, tant pis. Bon, ben très bien. Tu es plus ancien dans la... Je suis plus ancien dans la communauté. On est arrivé il y a 6 mois, donc je suis pas sûr. C'est également la possibilité de faire des partenariats, notamment, voilà, je suis très content de rencontrer PIC aujourd'hui parce que la semaine dernière, on m'a demandé, vous avez une plateforme, vous pouvez accumuler des données sur de très longs historiques, mais moi j'ai des pièces mécaniques qui se déplacent à travers le monde, qui sont assemblées et associées au fur et à mesure dans différentes usines, etc. Et je voudrais pouvoir savoir quelle température il faisait quand on a vissé cette vis sur telle pièce d'un carter moteur. Et je pense que notre graphe plus leur graphe, ça pourrait finir par donner des solutions. Romain ? L'usine connectée, déjà l'usine normale, c'est déjà un gros chantier où on a besoin d'accumuler des briques de savoir-faire extrêmement différentes. Et comme on ne peut pas être bon en tout, il faut savoir se spécialiser, s'entourer des bonnes personnes. Et quand en plus on veut connecter l'ensemble de ces instruments ou capteurs, etc., il y a forcément besoin de complémentarité. Donc c'est avant tout ça aussi la COS, c'est rassembler, fédérer des savoir-faire pour proposer des solutions globales aussi. Et avec chacun sa spécialité qui permet vraiment d'aller relever des challenges d'assez haut niveau.
Alors, par rapport à ces questions, est-ce que dans le public, il y a des questions? Non? Non, pas Karim, ce coup-ci. Non, si, Karim, allez, viens. On prend le micro, comme ça je pourrais t'interrompre. Sinon, je peux pas. Merci. Alors en fait, j'ai bien aimé vos présentations parce que vous mettez bien en avant le fait que ce sont des systèmes d'aide au diagnostic et non pas des systèmes de diagnostic. Et ça, il faut vraiment le répéter et répéter et répéter parce que j'ai déjà vu des solutions où on prend une petite boîte, on la colle sur la machine et au bout d'une semaine, la petite boîte, elle va tout résoudre. Bon. Donc à un moment, il faut arrêter avec ces espèces de bêtises. Donc c'est bien un système d'aide au diagnostic. Ma question s'adresse à Constant. Comment faire pour garder le patrimoine de connaissances? Parce que c'est grâce à ce que votre système fait, vous allez récupérer des choses. Mais comment faire pour capitaliser ce patrimoine de connaissances et qui reste dans l'entreprise? Parce que très souvent, avec les systèmes type réseau de neurones, on a la solution, mais on ne sait pas du tout comment voilà. Et on va arriver à des situations où plus personne ne saura faire, et c'est déjà le cas, parce que c'est le système qui fait tout. Voilà. Ça s'appelle Google, hein. Merci pour la question. Il faut vraiment bien comprendre que l'essence de PIC, c'est d'être très, très, très proche de l'humain. C'est-à-dire, rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Karim. Alors, imagine, Karim, que demain, tu dois aller à la retraite. Bon. Depuis peu, mais c'est fait. Si Karim travaille dans une société, qu'est-ce qui va se passer? On va lui demander, dans le meilleur des cas, d'écrire un rapport, résumer 30 années d'existence dans un rapport, c'est décourageant, d'autant plus que Karim sait certainement que personne ne va le lire. On fait avec PIC. On va te donner un iPad, on va te poser la question, Karim, c'est quoi les 5 plus gros projets par lesquels tu es passé? Projet 1, 2, 3, 4. Quels sont les 4 problèmes que tu as rencontrés les plus importants? Comment tu as fait pour les résoudre pour celui-ci? En fait, tu pourras parler, tu pourras prendre des notes, et à un moment donné, tu vas dire, oui, je me souviens, on avait sorti ce rapport. Je peux voir le rapport, hop, je prends la photo du rapport. Tout ceci est capitalisé dans PIC avec signé Karim. Okay? Donc, on va construire ce qu'on appelle un K-map de Karim, des retours d'expérience de Karim. En tapant Karim, je peux retrouver tout le réseau des connaissances et des projets par lesquels tu es passé, ce qui t'honore, parce que dans les 50 prochaines années, toute personne qui passera dans l'entreprise saura que tu étais là. Hein? Donc ça, c'est un moyen concret de comment est-ce qu'on fait le retour. Alors après, il y a aussi, deuxième chose, c'est qu'en fait, lorsque quelqu'un va être recruté, en fait, on va lui dire, tiens, tu vas prendre le poste de Karim. Tiens, voilà le processus, la vie de Karim, les problèmes qu'il a souvent eus. Et d'ailleurs, pour résoudre ce problème-là, voilà les 4 étapes qu'il a souvent appliquées. Et d'ailleurs, il a laissé une vidéo pour toi. La voici. Donc, tout ceci est capitalisé de manière systématique. Je reprends la question. Mais l'hologramme, il coûte pas cher. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ah bah, allez. Alors, une question, pas du tout pour vous piéger. Il était prof notamment. Donc. Oui, voilà, entre autres. Que fait-on en cas de perte du réseau? Alors, ne me dites pas, ça n'arrive jamais, c'est pas vrai. Que fait-on? Quel est le plan B? Ce n'est pas pour vous piéger, hein, je vous assure. Alors, c'est rigolo parce qu'on a un projet qui va commencer, je ne vais pas les nommer, avec le groupe La Poste et la gendarmerie pour répondre à cette question-là. Comment gérer les situations de crise ou de hacking? Comment capitaliser sur les retours d'expérience et comment faire qu'on puisse faire que si on n'a plus de réseau, si on n'a plus d'Internet, on puisse continuer à capitaliser. On y travaille. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on peut connecter plusieurs usines, qu'une entreprise va être amenée à mettre son IoT dans un peu tous ses sites de production. Et donc, l'idée, c'est de fédérer différentes échelles dans lesquelles on va accumuler de l'information, puis être capable de la transmettre à l'échelle supérieure pour des agrégats et d'autres traitements. Si on suit l'approche européenne de justement descendre le traitement à la bonne brique,
on peut se retrouver avec un réseau qui est ultra local. Et si en plus on utilise un réseau méché, par exemple, avec différents points d'entrée, eh ben, un réseau méché, c'est un réseau en maille, si bien qu'en fait, on ne peut pas tuer le réseau en tapant à un seul endroit, parce qu'en fait, il va se réorganiser automatiquement pour ressortir de l'autre côté. Et donc avec ça, on gagne beaucoup en résilience. Donc voilà, c'est une des solutions. Maintenant, s'il y a un hacker qui vient dedans et qui met tout en bazar, c'est encore une autre question. Mais on n'a pas Monsieur Marpeau aujourd'hui, donc voilà. Je sens que Constant a envie de réagir. Moi, la pause, c'est que la pause me dit, c'est que s'il y a une inondation, c'est vraiment une inondation, qu'on doit continuer à fonctionner. S'il y a une guerre et qu'on doit continuer à fonctionner, qu'on peut plus compter sur Internet, sur la vidéoconférence, sur comment est-ce qu'on fait pour gérer le retour d'expérience et éviter de faire des erreurs qui peuvent coûter très très cher. Donc c'est une vraie question, mais une question sur laquelle on a un projet qui commence. Et bon, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, l'aptitude à capitaliser sur les retours d'expérience sera clé. Et maintenant, comment faire pour distribuer ces retours d'expérience de manière intelligente? C'est le challenge qu'on doit lever dans les 18 prochains mois. C'est ce que disait Maryse Domicy de la CCI, notamment dans la première table ronde, où aujourd'hui, les jeunes ont l'impression qu'on découvre finalement l'inflation qui est là pour durer. On a vécu ça dans les années 70, ça a duré un peu. Voilà. Donc c'est ce retour d'expérience qui permet aussi de rassurer, en tout cas de rentrer dans une démarche constructive. En tout cas. Oui, ouais. Il y avait E.T. Juste comme on avait commencé avec Manuel Fendler, je te pose juste une question. Ouais, elle n'était pas prévue celle-là. Non, mais c'est juste par rapport aux échanges, aux questions. C'est un petit rapport d'étonnement juste sur les échanges qu'on a eu là par rapport à la thématique finalement. Il n'y a pas tant d'étonnement que ça. Moi, ce que je note, c'est que c'est surtout une chaîne, quelque part, et puis c'est ce que j'avais un peu mis dans le slide, quelque part, c'est que on a tendance à siloter l'intelligence artificielle, l'IoT qui abusivement finalement est rangé dans la case collecte, capteur. Tout ça finalement c'est une chaîne et ça peut fonctionner finalement que si tout est bien lié, si le réseau fonctionne. Et derrière chaque projet finalement qu'on traite, il y a toujours cette notion d'autonomie énergétique dont on n'a pas parlé parce que tout ça, ça consomme, mine de rien. Donc il y a une autonomie énergétique et il y a une autonomie également par rapport au réseau, une autonomie en termes de propriété intellectuelle qui est également très importante quand on balade de la donnée. Et finalement, la dernière question, elle était aussi intéressante à ce titre-là, quoi. Ok, ben s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut... Ah, voilà, une question, allez-y. Karim parlait des chutes de réseau. Qu'est-ce que vous arrivez à faire quand vous avez une usine où il n'y a pas de réseau du tout dans le coin? Alors ça arrive des fois où même le Wi-Fi usine ne passe pas, il n'y a pas de 3G. J'étais dans des usines, il ne faut même pas aller très très loin du côté de Maubeuge ou en Normandie, dans le Cotentin. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place de tels systèmes quand localement, au niveau infrastructure publique, il n'y a pas grand-chose? C'est une bonne question. Il n'y a pas que l'Alsace, il y a aussi le reste du monde. Alors, on trouve des cas comme ça, même en Grand Est, effectivement. Alors, en ce qui nous concerne, on travaille majoritairement en local, et donc à partir du moment où on a un lien entre notre système et effectivement la machine, on ne sera pas trop impacté. Par contre, c'est quand on est en création d'une application, qui notamment utilise de l'IA, il y a une phase de collecte de données, et effectivement, il y a toujours des palliatifs, on peut passer des données par disque dur, etc. Revenir dans les années 90, mais c'est forcément moins confortable. Donc il y a moyen de tourner autour, mais clairement, on perd largement en efficacité. Et par contre, le problème se pose effectivement, mais vous allez pouvoir l'aborder, quand on veut mettre tout ça en réseau et le faire sortir de l'usine. C'est là où ça pose davantage de problèmes, effectivement. Alors nous de manière native, lorsqu'on utilise son téléphone portable, si on n'a pas le réseau, le téléphone portable peut embarquer tout ce qu'on dit, ce qu'on écrit. Et après, lorsqu'on va se connecter au réseau, il y a une synchronisation, une mise à jour qui est faite automatiquement. Donc, alors, ce n'est pas suffisant parce que l'étape d'après, c'est d'où le projet en question, c'est de dire, oui, mais comment on fait pour collaborer? Comment on fait pour
tiens, je constate une inondation ici, mais je ne peux pas vous le communiquer, vous êtes à 15 mètres, comment est-ce qu'on fait pour le faire? Là, il y a de la recherche encore, mais d'ici 18 mois, on aura des réponses à ça. Alors, c'est un échange qui est vraiment intéressant parce que sur cet aspect-là, il y a plein de problématiques de comment on traite les décisions qui sont prises pendant le moment où je n'avais pas cette information, mais qu'après on l'a, et comme elle est dans le système d'information, plus personne ne peut comprendre pourquoi on a pris cette décision-là alors que l'information dit complètement autre chose. Alors nous, on a travaillé ce cas d'usage et on sait ramener la base de données dans l'état de connaissance où on ne va pas taper sur les gens parce qu'ils ont pris une décision en absence d'information. Après, sur le fait d'être déconnecté, il y a quand même des antennistes qui peuvent aider. Des signaux faibles, ça peut s'amplifier avec des antennes de très bonne qualité. Il y a la possibilité de mettre en place des réseaux LTE, 4G et puis 5G privés qui deviennent de plus en plus matures et ça devient vraiment une solution pour des sites qui sont isolés. Si on n'a pas besoin de beaucoup de bandes passantes, on peut utiliser du satellite pour faire passer du signal. Ça, c'est plutôt quand on a des capteurs et des flottes qui sont très dispersées, qui sont sur des bateaux, qui sont dans des champs, dans la pampa. Enfin, voilà. Là, on peut utiliser du satellitaire pour des petites bandes passantes. Et puis après, équiper des usines avec des réseaux locaux et de la 4G, privée. Voilà. Ok. Ben... Non, je pense que merci. Je crois que la réponse est assez complète. Merci pour la question. On va s'arrêter là du coup. Merci en tout cas à nos intervenants.